Et nous accueillons aujourd'hui donc Charlotte Kervran. Charlotte Kervran est actuellement chercheuse postdoctorante dans l'équipe mérite du professeur François Alla à l'Institut de santé publique de l'Université de Bordeaux, et elle nous précisera. Mais là, le travail qu'elle va présenter est en lien avec l'époque où elle travaillait dans l'équipe addiction du laboratoire SAMPSI, je crois plus de 10 ans. Non, un peu moins, 7 ou 8, oui. Voilà, 7-8 ans. Et dans le cadre duquel elle a préparé et soutenu une thèse d'université en neurosciences qui a porté justement sur la question du craving et qui est le thème de son intervention. Et donc, j'ai travaillé pendant longtemps avec Charlotte et je suis très content qu'elle puisse intervenir dans le cadre d'Erida. Et il y aura certainement beaucoup de questions. Charlotte, je vous passe la main. Merci. Alors, n'hésitez pas effectivement à m'arrêter. C'est une soutenance très donc de neurosciences que j'ai un peu adaptée pour aujourd'hui. Mais voilà, il y a des aspects peut-être techniques qui, moi, ont été pas faciles à saisir. Donc, et surtout, n'hésitez pas à m'arrêter si je ne suis pas claire. Donc, plus précisément, cette thèse, c'est la partie de la thèse que je vous présente aujourd'hui, elle porte sur les critères diagnostiques en fait, du trouble de l'usage, du DSM-5 et la stabilité de ces critères selon différents contextes de soins, dont je préciserai tout à l'heure lesquels, et la place du craving comme critère un peu spécifique. Donc, je vais commencer par des banalités que vous connaissez tous. Donc la perte de contrôle, l'addiction bien sûr est à différencier de la toxicologie. En effet, l'addiction, c'est la perte de contrôle de l'usage et elle s'exprime de la même manière quel que soit l'objet, ce qui est donc bien différent de la toxicologie qui donc est la nocivité d'une substance pour l'organisme et qui varie donc selon la substance ainsi que la quantité consommée. Cependant, une fois installées, toutes ces caractéristiques, elles coexistent, ce qui peut rendre leur distinction difficile. Mais cette distinction, elle est importante pour le diagnostic et notamment pour clarifier quelles sont là ou les cibles des interventions thérapeutiques. Pour diagnostiquer un trouble de l'usage un trouble psychiatrique et donc une addiction ou un trouble de l'usage, il est nécessaire d'avoir une définition opérationnelle basée sur des critères diagnostiques qui répertorient en fait les signes et symptômes de la maladie et donc dans le cas de l'addiction, valable pour toutes les substances car on mesure bien le trouble de la perte de contrôle de l'addiction. Il existe 2 grandes classifications des troubles mentaux internationales. Donc, il y a l'ICD qui est développé par l'OMS et le DSM qui, lui, est développé par l'Association américaine de psychiatrie. Nous nous sommes intéressés au DSM parce que c'est un outil qu'on utilise au sein du laboratoire SAMPSI, mais également au niveau du XAPA. Et à l'époque où j'ai commencé la thèse, c'était la version la plus récente, en fait, la mise à jour la plus récente. Bon, entre-temps, il y a eu le l'ICD-11, mais donc à l'époque, c'était plus récent DSM-5 qui tenait compte des dernières avancées dans la recherche clinique et fondamentale sur l'addiction. Donc, dans la dernière version du DSM-5, vous le savez, il y a eu des grands changements. Donc, le premier grand changement, c'est qu'on est passé d'un double diagnostic, l'abus et la dépendance dans le DSM-4 à un trouble unique. Donc, le trouble de l'usage dans le DSM-5 qui regroupe tous les critères diagnostiques, plus l'ajout du critère craving, donc l'envie impérieuse, le fort désir de consommer. Malgré le fait que dans le DSM-5, les critères ils soient tous mélangés comme ça dans un même diagnostic, un même trouble, le DSM-5 propose quand même de différencier, de classer les critères selon les critères qui mesurent plutôt la perte de contrôle, donc en bleu, des critères plus liés aux conséquences en fait, de l'usage, donc comme l'altération du fonctionnement social, l'usage risqué et puis l'adaptation pharmacologique. Donc, les changements dans le diagnostic et les critères diagnostiques, ils ont été soutenus par la psychométrie. Donc, qu'est-ce que la psychométrie? C'est l'analyse des traits latents.
Donc, un trait latent, c'est une caractéristique d'un individu qui n'est pas directement observable, comme donc, le trouble de l'usage ou tous les autres troubles psychiatriques, mais qui peuvent être mesurés par un ensemble de critères qui, eux, sont observables car ils sont les signes et symptômes de la maladie et qui permettent donc de diagnostiquer ce trouble. L'analyse factorielle est une méthode qui permet de déterminer combien de traits latents sont mesurés par un ensemble de critères. Si un ensemble de critères mesure bien un seul trait latent, donc et sont unidimensionnels, on dit, des analyses de la théorie de réponse aux items, ou IRT, permettent d'étudier la relation entre ces critères et le trait latent qu'ils mesurent, et aussi entre les critères, enfin entre eux. Donc ces méthodes de statistiques ont été l'approche privilégiée pour évaluer la validité dimensionnelle et structurelle des changements apportés donc, aux critères diagnostiques du DSM-5. En effet, plusieurs études ont bien confirmé que les 11 critères, en fait, ils formaient une seule dimension. En fait, avant même ça, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont regardé les dimensions que mesuraient les critères d'abus et de dépendance, et en fait, ils montraient que ça mesurait en fait, un trait latent ou deux traits latents, mais très corrélés, pardon. Et donc, c'est pour ça que finalement, ils ont tout réuni dans le même. Et donc, on n'a plus qu'un diagnostic et plus deux. Pour l'IRT, donc c'est les analyses d'IRT, elles permettent en fait de regarder la probabilité d'avoir le critère pour chaque mesure du trait latent que ces critères mesurent, donc le trouble de l'usage dans notre exemple. Ici, dans ce graphique, en fait, chaque courbe représente un critère diagnostique et donc on voit à chaque valeur du trait latent la probabilité d'avoir ce critère dans l'échantillon étudié. L'IRT donc permet d'étudier donc le comportement des critères les uns par rapport aux autres grâce à deux paramètres, donc la difficulté qui est inversement corrélée à la prévalence. En effet, le niveau de la difficulté d'un critère correspond à la valeur du trait latent pour laquelle 50% de l'échantillon a ce critère. En gros, donc là, je le rappelle, chaque courbe représente un critère diagnostique. Et plus la courbe d'un critère est à gauche, plus il est donc facile, c'est-à-dire qu'il est plus prévalent que les critères qui sont plus à droite, qui sont donc plus difficiles à être endossés, on dit, par l'échantillon, et donc plus ils sont rares. La discrimination d'un critère, ça correspond à sa capacité à distinguer les sujets qui ont un niveau de trait latent supérieurs à ceux ayant un niveau inférieur au seuil de difficulté. En gros, plus un critère est discriminant, plus sa courbe est raide et plus il différencie ceux qui ont finalement une forme sévère de non sévère. Il existe donc pas mal de débats sur l'ajout du critère Craving basé sur ce type d'analyse. En effet, malgré le fait que plusieurs études ont montré que le critère Craving s'ajustait bien aux autres critères, et à la variable latente, parce qu'on voit bien sur ce graphique que le critère Craving qui est en bleu, turquoise, bleu ciel, il est bien, présent sur ce trait latent et il est, un petit peu au milieu des autres critères, donc a priori, il s'ajuste bien avec les autres critères. Cependant, il y a un débat parce que quand il a été ajouté, il n'augmentait pas de manière significative l'information totale du diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, ça laisse penser qu'en tout cas, il est redondant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus d'informations, il n'y avait pas forcément plus de gens diagnostiqués avec son ajout. De plus, il y a peu d'études qui ont fait ces analyses avec le critère Craving, mais celles qui l'ont faites ont montré pas mal de différences. Il y avait beaucoup de différences sur les caractéristiques du critère Craving au niveau de sa difficulté. Voilà, donc du coup, il y a un débat, mais les recommandations donc, du groupe de travail de la task force responsable de l'élaboration des critères DSM-5, dont fait partie M. Riacombe,
a décidé d'intégrer le craving de par les connaissances qu'il y avait dessus, mais une demande de nouvelles études a été formulée pour éclaircir donc son rôle, d'une part dans le diagnostic, mais aussi voilà, de son point de vue clinique. Donc malgré la mise en évidence de la validité psychométrique des critères diagnostiques, le trouble de l'usage de substances du DSM-5, il existe des limites à ces premiers résultats. C'est que, les études parmi les usagers problématiques n'ont porté que sur un petit groupe, de cette population. En effet, la plupart des études étaient sur des usagers en contexte de traitement orientés vers, la réduction de l'usage, voire, l'abstinence. Or, il est suggéré que parmi, les usagers problématiques de substances, certains critères pourraient être spécifiques à la population en demande de traitement, comme le critère, évaluant, le désir répété persistant de réduire l'usage ou encore, le craving qui a été, mis en évidence comme particulièrement, fréquent, pendant les périodes d'arrêt. D'autre part, les critères, de conséquence de l'usage sont très dépendants finalement de facteurs, individuels, mais aussi contextuels. Donc, on se pose la question de, la stabilité de ces critères, selon, certains contextes. Heu, Or, si un critère, il est significativement plus fréquent, chez, une population, dans un groupe d'usagers, pour une même sévérité du trouble, alors ça peut, entraîner des fonctionnements différentiels et on peut se demander si les gens sont finalement diagnostiqués de la même manière alors que les critères ne fonctionnent pas de la même manière. Donc voilà comment on est arrivé à notre question. Donc la question de est-ce que les critères diagnostiques sont généralisables à tous les sous-groupes d'usagers problématiques et quelle est l'influence du contexte sur leur stabilité? Pour répondre à cette hypothèse, nous avons choisi donc de comparer des sujets dans un contexte de traitement de l'addiction, orienté plutôt vers la réduction de l'usage, similaire aux études qui ont déjà été faites, et de prendre un nouveau groupe d'usagers problématiques qui, eux, étaient plutôt activement engagés dans l'usage, en dehors de ce contexte de soins. Donc pour ça, on a choisi de comparer donc, les sujets en traitement et pour les sujets en dehors de ce contexte de traitement, nous avons, choisi les sujets en contexte de réduction des risques. En effet, dans ce contexte, il est orienté vers la réduction des dommages liés à l'usage sans exigence de modification de l'usage finalement. Ce n'est pas un objectif de modifier sa consommation vers la diminution de l'arrêt. C'est vraiment d'accompagner, au contraire, c'est d'accompagner, l'usager à consommer de façon, plus sûre pour sa santé. Une revue de la littérature a été faite, en début de thèse sur, les caractéristiques, du diagnostic du trouble de l'usage et les critères diagnostiques, dans la population d'usagers de réduction des risques. Qu'il y a très peu d'études qui existaient. Celles qui existaient montraient qu'a priori, il n'y avait pas de différence de prévalence, d'addiction entre ces 2 populations, mais aucune étude n'a été explorée individuellement, les critères diagnostiques. Donc on n'a pas, beaucoup plus d'informations. Du coup, pour, faire cette étude, on a donc, recruté les sujets donc de la cohorte Addictaki que vous connaissez bien, du laboratoire Sanpsi-Oxapa de Charles Perrins, donc qui sont des usagers en demande de soins, pour une ou plusieurs addictions, dans un centre spécifique avec, comme objectif, une réduction, voire l'arrêt de l'usage avec une cible de la prise en charge qui est la perte de contrôle et le craving. Pour les sujets, de réduction des risques, nous avons utilisé les sujets de la cohorte Cosinus, hein, qui est une cohorte qui a été mise en place pour évaluer l'impact des salles de consommation, à moindre risque en France. Et donc pour cette étude, j'ai recruté donc pendant ma thèse, les usagers, du CARUD de la CASE et du CUID à Bordeaux, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, un lieu plutôt d'accompagnement à l'usage, sans exigence de modification ou de réduction de l'usage.
Donc les sujets ont été inclus, sur des critères, communs. Donc les critères communs, c'est d'avoir un usage problématique, d'être majeur et d'accepter de participer. Après, ces 2 cohortes avaient des, critères d'inclusion spécifiques. Donc dans Addictaki, c'est d'avoir au moins un diagnostic d'addiction selon les critères du DSM et d'être en demande de prise en charge. Et dans la cohorte cosinus, c'était d'avoir un usage régulier, de s'être réinjecté au moins une fois au cours, du dernier mois. Donc, on a extrait de ces 2 bases de données, tous les sujets qui avaient un usage régulier, c'est-à-dire, d'au moins 2 fois par semaine, sur 1 année, sur les 12 derniers mois, pour, 5 substances, du coup, l'alcool, les opiacés, la cocaïne, le cannabis et le tabac. Donc en tout, on avait une cohorte de 1 489 sujets, 1 359 venaient d'Addictaki, 130 de Cosinus, donc en contexte de réduction des risques. Ils ont été évalués avec les mêmes outils, donc le MINI, qui donc permet d'évaluer les critères du DSM-5 et l'Addiction Severity Index pour, les covariables, pouvant être associés, à l'addiction. Et pour le craving, c'est l'outil utilisé, donc Ascensi, qui a été, utilisé dans les 2 cas et qui mesurait l'intensité, la fréquence et le critère craving, donc du DSM-5 qui a été, choisi, heu, dans le mini. Voilà. Donc là, je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est vraiment très, spécifique, mais en gros, la méthode qu'on a choisie pour l'analyse, c'est d'abord de vérifier donc, les 11 critères du DSM-5, comme les études précédentes, formaient bien une seule dimension, mesuraient bien un seul et même trouble. Ensuite, on a fait donc l'analyse d'IRT pour voir, pouvoir comparer les critères les uns par rapport aux autres sur leur, discrimination et leurs difficultés, que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, on a donc pour répondre à la question de différence selon le contexte, on a utilisé donc, le fonctionnement différentiel des critères qui, permet de tester, la stabilité des critères selon le contexte. Donc, si, en fait, on sait pour déterminer si en fait pour une même valeur de trait latent, un critère avait une probabilité d'être approuvé plus importante dans un contexte que dans l'autre. Donc, par exemple, sur le schéma d'exemple, on voit que pour ce critère qui représentait une courbe pour chaque contexte, on voit que, a priori, pour ce critère, il est donc plus fréquent, chez les traitements que chez les gens en contexte de réduction des risques. Ensuite, donc pour ça, on utilisait un modèle spécifique, le modèle mimique, qui a donc de nombreux avantages, mais principalement, c'est qu'il permet de tenir compte de toutes les interactions entre les critères, le trait latent et les variables associées et les covariables, qui sont donc notre variable d'intérêt, le contexte de soins, mais on pouvait aussi ajuster sur d'autres variables comme l'âge, le genre, etc. Enfin, on a fait on a testé le fonctionnement différentiel du test pour chaque substance en fonction du contexte. Donc, pour cela, en fait, le nombre total de critères attendus pour chaque valeur de trait latent est estimé pour chacun des contextes. Et si pour une même valeur de trait latent, la différence de nombre de critères attendus entre le groupe réduction des risques et le groupe traitement était supérieure à 1, alors en fait, ça voulait dire qu'il pouvait y avoir une différence de 1 critère entre ces 2 groupes et donc suggère qu'il peut y avoir un diagnostic différentiel. Donc je vais vous décrire rapidement la population. Donc il n'y avait pas de différence sur le genre. Cependant, les sujets en traitement étaient, significativement plus nombreux à avoir un travail dans les 30 derniers jours et un niveau bac. Les sujets en contexte de réduction des risques, ils étaient significativement plus nombreux à avoir, plusieurs addictions et étaient significativement plus jeunes. Sur les 30 derniers jours, on voit que les sujets en contexte de réduction des risques consommaient, significativement plus de jours pour, la plupart, des substances sauf l'opiacé, que les sujets en traitement. Donc ce qui est, assez logique vu ils ne sont pas dans une tentative et bien dans un usage, régulier, sans tentative de modification.
Et malgré leur plus jeune âge, on voit que les sujets en contexte de réduction des risques, ils avaient significativement plus d'années d'usage régulier pour la cocaïne et le cannabis. En ce qui concerne le diagnostic, donc quand on comparait juste simplement les 2 populations, on n'a pas vu de différence dans la prévalence de diagnostic pour les 5 substances étudiées, donc ça correspond à la littérature. Et on a regardé, si, pour chaque substance, s'il y avait une différence de prévalence, pour chacun des critères, et on voit que pour certains critères, pour certaines substances, il y avait des différences. Donc ça nous a bien, confirmé qu'il fallait regarder, plus précisément avec les méthodes de psychométrie, qu'est-ce qui se passait et est-ce que ça impactait, plus, enfin le diagnostic, et si les critères étaient vraiment avaient vraiment un fonctionnement différent. Donc on a d'abord vérifié l'unidimensionnalité, donc on l'a bien retrouvé pour les critères de troubles de l'usage de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne et des opiacés. Par contre, pour le tabac, on n'a pas retrouvé, l'unidimensionnalité. Donc pour ça, on avait, plusieurs hypothèses. C'était que, pour le tabac, quand on est passé du DSM-4 au DSM-5, on a rajouté des critères d'abus parce que dans le DSM-4, pour le tabac, il n'existait pas. Il n'y avait pas de critères d'abus. Et quand on a regardé plus précisément les analyses, on a remarqué que pour le tabac, il y a des critères d'abus qui finalement s'ajustaient pas très bien, qui n'étaient pas corrélés finalement aux traits latents. Et donc, on peut se demander ils sont pertinents finalement, ces critères d'abus pour le tabac. Donc, ça nécessiterait d'autres analyses. Que donc nous, on s'est arrêté là pour cette question-là. On a pu voir que le craving avait était le critère qui était le plus ajusté au trait latent. Il avait un poids plus fort que les autres. Donc ensuite, on a fait les analyses d'IRT pour voir un petit peu comment les critères ils se répartissent sur le trait latent, comment ils se comportent les uns par rapport aux autres. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que selon la substance, on voit que les critères, n'ont pas exactement le même comportement par rapport aux traits latents et les uns par rapport aux autres. Mais ce qui nous a particulièrement interpellés, c'est que, le critère craving, donc qui est donc en rouge, était, systématiquement, quelle que soit la substance, le critère le plus, discriminant. Donc c'était celui qui avait la pente la plus droite et qui donc différencie mieux que les autres, les gens qui ont une sévérité faible de ceux qui ont une sévérité élevée du trait latent, donc du trouble. Et il est parmi les critères les plus à gauche, donc c'est-à-dire parmi les plus fréquents dans, la population qu'on a étudiée. Donc ça suggère que le craving saisit particulièrement bien l'extrémité la moins sévère du spectre diagnostique. Donc ensuite, pour les analyses de fonctionnement différentiel, on a vu que, aucun critère ne fonctionnait significativement différemment par rapport au trait latent sous-jacent de façon, systématique en fait pour chaque substance. C'est-à-dire que pour certaines substances, on a observé, donc par exemple pour celui-ci, que ce critère, pour le cannabis et le tabac, il fonctionnait différemment selon le contexte. Là, par exemple, il était plus fréquent chez les sujets en traitement que les sujets en contexte de réduction des risques. Par contre, on n'a pas un critère qui fonctionne différemment pour les 5 substances, dans le même sens. Mais du coup, cela pose question. Donc est-ce que, ces différences de fonctionnement, en fait, entre les 2 groupes, peuvent impacter, finalement, le diagnostic et faire que, un groupe dans un certain contexte vont être plus diagnostiqués que les autres, alors qu'ils finalement, ils ont la même, sévérité? Et donc, on a vu que pour, l'alcool, la cocaïne et le tabac, on n'avait pas de différence, enfin les différences sont inférieures à un critère, donc ça ne peut pas engendrer une différence de diagnostic, vu qu'il est basé sur le nombre de critères. Mais pour, les opiacés et le cannabis, on a vu qu'il y avait donc, des différences à, un critère, de plus d'un critère, entre, les sujets en contexte de réduction des risques et en contexte de traitement. Donc pour les opiacés,
c'est les sujets en contexte de réduction des risques qui ont un critère de plus que les sujets en traitement pour une même valeur de trait latent. Et pour le cannabis, c'est plutôt l'inverse. Donc, l'ensemble de ces analyses ont mis en évidence, ont retrouvé bien l'unidimensionnalité pour la plupart des substances, donc sauf pour le tabac. Et ces analyses ont mis en évidence que le craving était plus spécifique que les autres critères, car de façon systématique, il était parmi les moins difficiles, donc les plus fréquents, et il avait le pouvoir discriminatif le plus élevé. Et c'est celui qui avait le plus de poids dans le trait latent que mesure l'ensemble de ces critères comparés aux autres critères. Et on a aussi mis en évidence du coup que les critères étaient plutôt stables selon le contexte de soins et que donc le craving ne montrait pas du tout de différence de fonctionnement selon les deux contextes. Donc ces caractéristiques un peu spécifiques semblent être indépendantes du contexte de soins. Donc voilà, bon, donc je vais là c'est un peu les résultats, mais finalement, donc bon, ça c'est ce que je viens de dire, mais du coup ce que ça soulève, la spécificité du craving, c'est qu'on peut se demander si c'est un indicateur précoce du trouble, parce que, comme on l'a dit, il capte bien les gens qui sont finalement à une valeur de trait latent et donc de trouble assez faible, et il est fréquent. Donc on peut se demander si c'est pas le premier critère présent et que finalement les autres critères, ils apparaissent à la suite du craving. Donc ça, c'est un résultat qui a été retrouvé dans une autre étude chez des sujets en contexte de soins, donc de Chung 2012. L'étude des différences donc, de fonctionnement des critères a indiqué qu'aucun critère ne fonctionnait significativement différemment par rapport au trait latent, et cela de façon systématique pour le contexte et par substance. Donc, ce qu'on voit, c'est que les 3 critères évaluant plutôt la perte de contrôle, donc que 3 critères évaluant la perte de contrôle sur 4 fonctionnaient vraiment de manière similaire. On n'a trouvé aucun fonctionnement différentiel selon le contexte, et donc incluant le craving. Cela est donc plutôt en accord avec la littérature qui indique que ces critères évaluent la perte de contrôle, qui révèle finalement directement le dysfonctionnement de la maladie et s'exprime de la même façon quel que soit l'objet, mais du coup, il semblerait aussi quel que soit le contexte. Les résultats concernant les autres critères sont plus complexes. En effet, ils ont pratiquement tous montré une différence de fonctionnement selon le contexte de soins. Donc ceux qui sont indiqués en gris. Ces critères semblent donc moins stables selon le contexte de soins. Cela peut être lié à plusieurs facteurs en plus du contexte, car ce sont vraiment des signes et symptômes qui sont très dépendants de caractéristiques individuelles, de la nature de la substance, de la quantité consommée. Voilà. Donc ces critères sont plus périphériques à la perte de contrôle et révèlent plutôt les conséquences du dysfonctionnement selon la littérature. Donc, plusieurs auteurs suggèrent qu'en fait, le trouble de l'usage de substances devrait être diagnostiqué en utilisant les éléments centraux de la maladie qui correspondent au dysfonctionnement en lui-même, c'est-à-dire la perte de contrôle, plutôt que les éléments périphériques reflétant l'expression de l'usage par excès. Donc, de façon générale, les 11 critères du DSM-5 fonctionnent bien comme un ensemble mesurant le même trait latent, donc le même trouble, mais en regardant plus dans le détail, en fait, finalement, les critères périphériques étaient moins stables selon le contexte et que ceux évaluant la perte de contrôle. Donc ça fait d'eux des meilleurs candidats finalement pour le diagnostic. De plus, une redondance dans les critères a été rapportée par de nombreuses études, laissant penser que certains critères pourraient être finalement retirés pour simplifier le diagnostic. Or, en tant que critère diagnostique, le critère craving semble être le critère le plus proximal du trouble comparé aux autres critères, et parmi les plus fréquents, le plus discriminant, suggérant qu'il pourrait être suffisant finalement pour diagnostiquer la dimension, en tout cas, de perte de contrôle de l'usage.
Ensuite, quelques perspectives. Donc, ce travail de thèse nous a fait réfléchir, donc, comme je disais, sur le côté marqueur précoce finalement du craving. Est-ce que finalement, c'est pas un des premiers critères à apparaître et il pourrait prédire l'évolution d'un trouble de l'usage? En effet, on a dit qu'il saisissait particulièrement bien le spectre diagnostique le moins sévère et comme ça a été montré aussi dans la thèse de Fuchsia au sein du laboratoire SAMSI, le craving semble être le moteur comportemental finalement de la perte de contrôle, car il a été mis en évidence qu'il prédisait l'usage. Et donc, pour déterminer si le craving pourrait être un marqueur pronostic du trouble, une étude prospective évaluant l'évolution des critères serait utile pour tester si la présence du phénomène de craving chez les usagers à un temps donné est prédictif du développement d'un trouble de l'usage ou de l'augmentation du nombre de critères diagnostiques quelque temps plus tard. Et donc ça, il me semble que c'est un projet qui a commencé au sein du labo avec une autre thésarde. Voilà, donc je voulais aussi vous présenter tous les partenaires qui ont participé à ce travail de thèse. Donc il y a toute l'équipe du laboratoire SAMSI. On a collaboré avec l'Université de Columbia pour notamment apprendre à faire les analyses de psychométrie. On a également travaillé avec l'Université de Pennsylvanie pour tout ce qui va être une hypothèse de travail et réflexion. Et donc, on a travaillé avec les personnes de la cohorte Cosinus au niveau national et avec d'autres partenaires de l'INSIA et bien sûr les 2 CARUD de Bordeaux. Voilà. Très bien, merci beaucoup Charlotte pour cette explication.